Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. L'Europe est-elle entrée dans une crise profonde? Depuis quelques mois, on a déjà abordé cette question, bien sûr, sous différents angles, suite à l'amoncellement de signes qui indiquaient déjà que nous allions vers cette crise. Aujourd'hui, ça ne semble plus faire vraiment problème pour personne. Je vous propose d'en débattre avec vous. José Bové, vous êtes député vert Alliance Libre Europe. Éric Andrieux, vous êtes vous aussi député européen du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Et puis Patrick Le Yarrick, député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Tout à l'heure, on parlera bien sûr de la question des réfugiés qui va bien sûr énormément occuper cette session. Mais je voudrais peut-être qu'on commence par un des points qui a marqué au cours des dernières semaines l'actualité, notamment en France, parce que aussi c'est peut-être une question qui est moins facile à comprendre. Il s'agit évidemment de la crise agricole. Je voudrais qu'on y revienne, d'autant que puisqu'on parle de l'Europe et de la crise en Europe, c'est bien clair que cette question agricole qui a toujours été, qu'on a considéré en tous les cas longtemps comme étant un point fort de l'Europe, semble arriver à un point de butée avec des difficultés qui sont des difficultés, j'allais dire, essentielles. Il y a eu d'autres crises autour de l'agriculture, mais celle-ci semble vraiment une crise fondamentale importante. Quelle est votre analyse, votre vision un petit peu, José Bové? On commence avec vous tout de suite, de cette crise agricole qui touche à la fois évidemment la France à l'heure actuelle, mais qui n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui touche aussi fondamentalement la politique européenne en matière agricole en Europe. D'abord, elle ne touche pas que la France, c'est vrai. Elle touche des paysans sur l'ensemble du continent, parce que si vous parlez avec les paysans baltes, polonais, mais même sur d'autres productions qu'on n'imaginait pas qui allaient tomber en crise, italiens ou espagnols, on s'aperçoit que c'est la crise du modèle agricole dans son ensemble. C'est une crise structurelle qui était malheureusement prévisible, pas depuis 1 an, 2 ans, je dirais depuis 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que c'est la crise de cette construction de l'alignement de la politique agricole européenne sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut bien se rappeler de cette date. On rentre l'agriculture dans le GATT, qui est l'ancêtre de l'OMC en 86, en 92, réforme de la PAC, et on aligne les prix européens sur les prix mondiaux. C'est le début, et ensuite, à chaque réforme, 2003, on détruit toutes les règles qui permettent d'organiser l'offre et la demande, donc toutes les régulations sont démantelées, et on arrive à ce qui s'est passé en 2015, la dernière démantèlement, les quotas laitiers, explosion des productions, et donc il n'y a plus aucune règle. Donc on a à la fois donc un problème de l'offre et de la demande, c'est pour ça qu'on est en état de surproduction, un problème de prix, puisque les paysans sont les seuls à produire, à être payés sans tenir compte de leur coût de production, donc ils peuvent être payés en dessous, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc c'est le problème du prix, et ensuite c'est le type de modèle, parce que si on a une crise de la surproduction plus une crise du prix, eh bien on a une restructuration, et restructuration qui évidemment enchante l'agroalimentaire, parce qu'on concentre les fermes, on éjecte des paysans, et on crée des fermes-usines, et donc ça enclenche un autre processus de crise, qui est une crise à la fois écologique, de qualité des produits, mais aussi sociale, parce qu'on perd des emplois. Éric Andrieux, votre analyse à vous de cette situation agricole à l'heure actuelle, est-ce qu'on est effectivement dans une crise structurelle au bout de ce que vient d'écrire José Bové comme étant le résultat d'un processus qui effectivement a commencé il y a maintenant un certain nombre de décennies même? Oui, moi je partage vraiment ce que vient de définir José. Vous savez, vous parlez dans vos propos liminaires, et on va y revenir, de crise humanitaire concernant les réfugiés. Je crois qu'il y a 2 crises majeures qui sont en train de déconstruire ou détricoter l'Union. C'est la crise humanitaire d'un côté et ce que j'appelle la crise humaine de l'autre dans le secteur agricole. Et je partage ce qui a été dit. Je crois qu'on est vraiment au bout d'un modèle qui n'a pas été construit aujourd'hui, ni hier. C'est le résultat d'un processus depuis de 30 années de choix politiques, alors toutes, je dirais, responsabilités confondues, mais également de choix professionnels. Et qui nous amène aujourd'hui devant un mur qui va nous faire obligation, dans tous les cas, dans un avenir immédiat, à discuter du sens même. Quel modèle agricole voulons-nous et à quelle, je dirais, agriculture aspirons-nous, donc, et à quelle, par la même, société aspirons-nous. Et là où je partage les propos qui viennent d'être tenus par José, c'est qu'effectivement, l'agriculture fait partie des éléments structurants de l'Union européenne. Et vous le disiez, il y a eu le charbon et l'acier, il y a eu l'agriculture, et aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous soyons très vigilants
de telle sorte que l'agriculture ne devienne pas un des acteurs qui détricote le projet communautaire. Et quand on parle de crise, on est au cœur du sujet aujourd'hui. Et c'est vrai que ça va nous interpeller, on décide de concentrer. Aujourd'hui, on a affaire à une commission qui est en échec dans l'anticipation de ce qui se produit aujourd'hui. C'est-à-dire qui prétend encore aujourd'hui, nous étions avec le commissaire hier soir, on l'a revu ce matin pour ce qui est de notre groupe politique, et on voit bien qu'on a un commissaire qui considère aujourd'hui, au cœur même de la crise, que le marché va tout réguler. Or c'est faux, une politique publique agricole qui ne régule pas n'est pas une politique publique commune. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous discutions, de savoir si effectivement nous voulons des territoires habités, occupés, vivants, si nous voulons entrer dans le sujet par l'enjeu nutritionnel et alimentaire, et ensuite parlons de modèles. Quelle agriculture pour quelle société? C'est le débat qui nous attend, mais là aujourd'hui, nous sommes confrontés de façon conjoncturelle à des réponses rapides qui doivent être amenées à une multitude d'agriculteurs, pas qu'en France, ça a été dit, mais également à l'échelle de l'Union. Je pense qu'il faut rappeler, José le disait hier, il y a un agriculteur qui se suicide depuis 10 ans tous les 2 jours. Donc on ne peut pas rester dans une situation aussi terrible. Et je pense que bon nombre de nos décideurs et d'experts n'ont pas pris la mesure de la situation sociale et sociétale que rencontre le milieu rural aujourd'hui. Patrick Oyaric, sur cette question, même chose, votre regard un petit peu sur le point où on en est arrivé aujourd'hui finalement. Ben, c'est l'illustration de ce qu'est la construction européenne telle qu'elle est décidée, telle qu'elle est pensée depuis des années et des années, et telle qu'elle est toujours pensée aujourd'hui, c'est-à-dire une Union européenne qui place avant tout la comptabilité des règles qui, au bout du compte, ne satisfont que les puissances industrielles et financières, qui ne satisfont pas le monde du travail, quel qu'il soit, ou les retraités, ou prennent en compte l'avenir de la jeunesse. On est loin de ça, parce que si il y avait une politique publique sur laquelle il faudrait être précis, méticuleux et y regarder à 2 fois, c'est bien la politique agricole qui est aussi une politique alimentaire, qui a à voir avec tout ce qui a été dit autour de la table déjà, qui a à voir avec les équilibres écologiques, avec la qualité du travail, de la vie à la campagne, mais qui a à voir avec la santé animale, avec la santé humaine, avec l'ensemble des équilibres territoriaux et des équilibres écologiques. Or, en ne pensant que comptabilité, en ne pensant que compétitivité, c'est-à-dire on a inventé ce concept il y a maintenant de nombreuses années de prix mondial qui ne correspond à rien. Comment peut-on faire un prix mondial entre un producteur du Burkina Faso et un producteur de l'Aveyron ou un producteur de la Beauce ou des pays du nord de l'Europe, alors qu'ils ont des conditions de production totalement différentes, des climats différents, des rythmes culturels différents, des sols différents. Donc ne pas tenir compte de cela produit ce qu'on est en train ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec cette tendance, oui, à une production de masse avec l'industrialisation de l'agriculture, mais l'industrialisation de l'agriculture, ça a beaucoup d'effets pervers sur l'environnement et la santé humaine. Et donc il y a une question pour les êtres humains, quels qu'ils soient, pour les citoyens, de prendre à bras le corps cette question-là. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous êtes tous relativement d'accord sur l'analyse autour de ces tables. J'allais dire que dans la société, on se rend compte que les thèmes que vous êtes en train d'aborder là sont des thèmes largement répandus. On en parle, on en discute, l'alimentation de proximité, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des institutions, notamment au niveau de l'institution européenne et au niveau des gouvernements, on n'arrive pas, on soit en régression par rapport à ces questions qui sont des questions que se pose finalement notre société aujourd'hui. Pourquoi on en est là? Pourquoi ce retard finalement? Alors c'est vrai que là on vit un vrai paradoxe, puisqu'on a plus de 85-86%, j'ai lisé les sondages pendant le salon de l'agriculture, de Français qui veulent une agriculture faite avec des exploitations petites ou moyennes, qui respectent l'environnement et qui fassent des produits de qualité. Comme Chartres, moi ça me va très bien. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout le modèle en face. Alors pourquoi? Moi je crois que quand j'expliquais les règles du jeu liées à l'Organisation mondiale du commerce, on s'est complètement éloigné du triptyque, c'est qu'on a perdu de vue pourquoi on a fait l'Europe agricole.
dans le traité de Rome, il y avait 3 objectifs. C'était l'autonomie alimentaire de l'Europe, le fait que les consommateurs aient un prix qui ne fasse pas ces yo-yo et donc un prix qui puisse satisfaire tout le monde, et 3, un revenu pour les paysans. C'était les 3 piliers qui sont dans le traité de Rome. On a complètement zappé ça. C'est-à-dire que les prix stables, c'est la seule chose qui est restée, mais de quelle manière, sachant que maintenant, dans le prix des produits agricoles, c'est capté par le transformateur, l'agro-industrie et la distribution. Les 2 plus gros acteurs privés en lait, c'est Lactalis, premier mondial, et Bigard, un des plus gros producteurs de viande français, sont des acteurs privés, mais au sens familial du terme. C'est-à-dire que leurs comptes ne sont même pas publics. Donc savoir quelles sont les plus-values, les marges qu'ils font, personne ne peut le savoir. Comment est-ce qu'on fait pour débattre à ce niveau-là? Et là, je dirais qu'il y a un manque de volonté politique, à la fois au niveau européen, de la Commission, mais aussi du Conseil. C'est-à-dire qu'il y a une fuite en avant du Conseil, qui est libéral. Or, la question de l'agriculture ne peut pas être réglée par une logique d'économie libérale. Toutes les politiques agricoles, depuis l'Antiquité, sont des structures qui ont été organisées. On doit mener des politiques publiques, organiser la production, pas produire plus que ce qu'on a besoin, sinon les prix s'effondrent, répartir, parce que c'est les aspects de territoire que vous avez exprimés aussi. Donc il faut ça. Or, il y a un abandon. Et la meilleure signe, c'est que nos ministres qui sont capables de dire le tout sur la crise agricole, en même temps sont tous à s'aligner derrière la signature des traités de libre-échange avec le Canada, qui est le plus avancé. Mais le Canada va nous amener là aussi des dizaines de milliers de tonnes de viande sur le marché européen, puis ensuite avec les États-Unis, après avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et ainsi de suite. Et le Mercosur après, avec l'Amérique du Sud. Donc on est dans un système cinglé. Et ne pas avoir le courage de dire que ces accords vont à l'encontre d'une construction d'une politique européenne, c'est pas être anti-planétaire. C'est au contraire dire chaque région du monde doit se nourrir avec sa propre agriculture au niveau de la base de l'alimentation. C'est un droit des peuples de disposer de leur propre alimentation. Éric Andrieux, là-dessus? Ah oui, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'agriculture, le thème même, a perdu la place qu'il n'aurait jamais dû perdre dans le champ politique. Nous sommes au cœur même d'une dimension éminemment politique au sens de la vie de la cité. Et que du coup, on est passé d'une agriculture de rente, familiale, donc, à une agriculture industrielle, ça vient d'être dit, donc, dans laquelle le sens même du modèle agricole a été complètement perdu. Et qu'aujourd'hui, il faut revenir à la question de la définition simple. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture au XXIe siècle? Et si on réfléchit par l'entrée nutritionnelle ou alimentaire, on va bien se rendre compte à l'évidence qu'il faut modifier totalement le modèle qui est devant nous. Or, on voit bien que quand on analyse la réforme de la PAC, 54 ans d'âge, donc, les aides publiques ont accompagné quel mode d'agriculture? L'amont, l'aval, mais à aucun moment le cœur même cible donc, de l'agriculture, c'est-à-dire le producteur. Et là, on ne peut pas ne pas se poser des questions donc, sur les enjeux de santé humaine, sur les enjeux de préservation de l'environnement, de notre environnement, sur les ressources, la terre, le sol, l'eau, l'air, donc, et puis le côté alimentaire. Et qu'effectivement, je pense qu'il faut revenir à des questions de base de notre préoccupation politique et poser la question de savoir la société à laquelle on veut aspirer. Parce qu'aujourd'hui, le toujours plus concentré, tel que on nous le dit au nom de la compétitivité, ne veut plus rien dire, perd tout son sens. Quand aujourd'hui on se bagarre sur des fermes à 1000 ou 2000 vaches et qu'on regarde sur un autre continent, qui est le continent chinois, et nous en parlons souvent ici donc avec les acteurs qui sont autour de la table, on est à des unités de 100 000 vaches. Donc ça veut dire que ça ne peut pas ne pas nous interroger. Ce n'est pas la question de produire qui est un souci. C'est la question de produire pour qui, pourquoi et comment. Et revenons à ces questions essentielles du sens même de l'action politique, donc, et nous redonnerons du contenu et de la lisibilité. Donc, et sachant que les politiques publiques agricoles doivent regagner de la légitimité auprès des citoyens européens. Patrick Le Yarrick, l'Europe, ça vous semble être la bonne dimension pour faire avancer ces questions dont on parle là aujourd'hui? Ça pourrait être la bonne dimension. Il y a une expérience. La politique commune la plus ancienne, c'est la politique agricole commune. Mais José a dit tout à l'heure quels étaient ces objectifs qui aujourd'hui ne sont plus du tout respectés. On peut même aller plus loin. On avait dit pendant un temps, du temps du général de Gaulle, on avait dit aux Allemands, vous êtes forts dans l'industrie, vous allez avoir votre industrie, et vous les Français, vous allez conserver
conserver l'agriculture. Ils sont en train de nous dépasser, tout le monde est en train de nous dépasser pour ces raisons-là, parce que de toute façon, il y aura toujours un plus petit d'un autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais aujourd'hui, on est au point où on peut penser, je m'avance peut-être, mais on peut penser que tel que c'est en train de se passer, la France va perdre même jusqu'à son potentiel agricole. Parce que faire une agriculture, ça c'était la thèse de Giscard, du pétrole vert uniquement pour faire une agriculture d'exportation, dans le monde tel qu'il est en train de se développer aujourd'hui, particulièrement avec les traités de libre-échange qui sont des traités de mise en concurrence, nous avons beaucoup d'inquiétudes à avoir. Donc c'est un espace possible, mais il y a beaucoup de divergences entre les intérêts des pays. Donc il aurait fallu faire au moment de l'élargissement certainement un sort à part aux pays d'Europe orientale qui rentraient, parce que là c'est pareil, on a organisé la concurrence. D'autre part, il y a des concurrences internes aujourd'hui. Par exemple, dans les abattoirs, il y a des concurrences internes avec l'utilisation de certains travailleurs détachés ou autres. En Allemagne, la structure même de l'agriculture allemande est une agriculture qui, là c'est peut-être aussi un peu exagéré, mais elle est seconde par rapport à la production première qui est de plus en plus de faire de l'énergie. Donc on peut peser sur les prix. Et donc il faut maintenant obtenir un système de régulation. Mais il faut obtenir des systèmes de régulation nouveaux, je crois. Par exemple, est-ce que si on ne peut pas revenir au système d'intervention tel qu'il existait et au prix tel qu'il existait, est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer d'inventer un mécanisme de prix de base à partir d'une certaine quantité de production? C'est-à-dire il faut un mix entre ce qui existait des quotas et ce qu'on a fait au moment de l'Office du blé avec les quantums. Au-delà de ça, le prix il est libre, certes, mais en deçà de ça, le prix il est garanti. Ou est-ce que l'Union européenne ne doit pas légiférer sur un système qui empêcherait les centrales d'achat de multiplier par 8, par 10 les prix auxquels elles vendent comparés aux prix qu'on achète à la ferme? C'est-à-dire il y a des choses nouvelles vraisemblablement à inventer, mais si on ne s'attaque pas à la question du prix et en considérant que les aides ne peuvent être que des aides complémentaires aux revenus et incitatrices à une réorientation des productions agricoles, c'est-à-dire celles dont on a besoin et celles qui vont améliorer à la fois l'emploi, la vie rurale et surtout la structure écologique des sols, des rivières, des nappes phréatiques. Si on ne conçoit pas les choses ainsi, on va continuer à glisser. On est tous d'accord en tous les cas pour dire qu'on est à un moment clé, important et fondamental de cette évolution de la politique européenne en matière d'agriculture, et qu'on est sur un point de butée, on est sur une crise profonde, quoi. Moi je crois qu'aujourd'hui on est un peu à la croisée des chemins. Oui. C'est-à-dire que si on attend de réformer la politique agricole pour l'horizon 2020, on se plante. C'est aujourd'hui qu'il faut déjà avancer. Donc il ne faut pas attendre 2018-2019 pour réfléchir à ce que va être la politique agricole en 2020, mais c'est aujourd'hui qu'il faut dire ce qui a été fait ne va pas. La dérégulation ne peut pas continuer. La façon de soutenir les paysans avec les aides directes à l'hectare ne va pas. La distribution complètement antisociale de ces soutiens est inacceptable. 80% des aides à 20% des agriculteurs, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc tout ça doit être remis à plat. Et là, il faut effectivement du courage politique. Si on n'a pas à un moment le courage politique de dire « ça suffit », eh bien, on va dans le mur. Et c'est pour ça que moi, il y a 15 jours, je disais dans plusieurs interviews, il faut que le ministre de l'Agriculture français, Stéphane Le Foll, tape du poing sur la table en disant « Écoutez, si vous ne voulez pas nous suivre au Conseil, à la Commission, au commissaire, nous, on fait la politique de la chaise vide. » Parce que c'est quand même indécent de voir que les Anglais, le Premier ministre Cameron se pointe et dit « Voilà, moi je refais la politique européenne en fonction de mes propres intérêts, c'est à prendre ou à laisser. » Et les autres, ils ont tous la trouille et ils ont le tapis rouge. Les paysans crèvent. Aujourd'hui, ils sont dans une situation catastrophique.
eh ben moi j'attends qu'on ait un ministre de l'Agriculture qui tape du poing sur la table. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Stéphane Le Foll dit qu'il va faire le tour des capitales pour avoir une majorité. J'attends de voir. Mais si il n'y a aucun effet, ben à un moment il faut dire basta, nous on ne fout plus les pieds et on refuse de discuter. Est-ce que l'Europe pourra se passer, est-ce que la Commission pourra se passer de la France? Je dis non. Donc merde, sortons de cette logique où on a peur et osons agir politiquement. Autre point de crise, alors on en a parlé beaucoup, on en parle beaucoup en ce moment, bien entendu, la crise des réfugiés. Quelques petites minutes encore, José Bové avec nous, pour que chacun, qu'on puisse faire un petit tour de table sur cette question. Ce qui s'est passé de nouveau hier, évidemment, un sommet UE-Turquie, que vous allez sans doute commenter. Il y aura un grand débat qui aura lieu ici au Parlement européen également sur cette crise des réfugiés qui n'en finit pas, qui commence. On a l'impression. Quel est votre sentiment, Éric Andrieux, d'abord sur ce qui s'est passé hier à Bruxelles, dont tous les commentaires disent ce matin qu'on ne voit pas très bien quel est l'objectif ni quel est l'horizon. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé hier et sur cette situation qui est vraiment, tout le monde le dit universellement, j'allais dire, on est dans une situation de crise là aussi. D'abord, je préfère parler de crise humanitaire que de crise des réfugiés. C'est le mot qui me paraît le plus juste, quoi. Misérable, le terme qui me vient à l'esprit lorsque je vois ce qui s'est passé hier, c'est ce terme-là, misérable. C'est l'Union, une fois de plus, n'est pas à la hauteur du rendez-vous et à la hauteur de son histoire, et ni à la hauteur ni de son passé, ni de son avenir. Et on vient de traiter la question des difficultés rencontrées par le secteur de l'agriculture. Et là, on voit bien ô combien, s'il y a un sujet sur lequel l'Union aurait dû être vraiment porteuse d'un projet collectif et de dimension commune, c'est bien sur la question de la crise humanitaire. Or là, l'exemple donné hier montre bien ô combien nous sommes loin d'un processus de construction commune. Et là, ça pose toute la question du socle idéologique et philosophique de ce que nous avons à faire ensemble, quoi. Et là, on ne pourra pas s'exonérer, là encore, mais j'entends bien José Bové qui revient sur l'agriculture en disant Qui nous a quittés, mais c'est pas voilà, la même cause. Mais nous sommes au Parlement européen, c'est pas un débat syndical. Donc on peut dire, oui, nous aussi on a envie de dire il faut tout stopper et tout remettre en question. Or, on sait trop bien comment ça se passe, et qu'on est aujourd'hui en 2016, et on ne peut pas d'un coup d'un seul tout modifier et tout remettre en place des règles qui soient opérationnelles dans les 2 mois qui arrivent. Donc on est responsable politique, donc au nom du suffrage qui nous est donné, et donc on se doit, à la fois sur le champ de l'agriculture, mais également sur le champ de la crise humanitaire, de reposer les questions du socle commun du projet européen. Et oui, on voit bien qu'il y a l'urgence. On sait agir sur le court terme, mettre des moyens affectés, donc c'est le débat qu'on va voir sur le MFF, sur la révision du budget, donc voilà, bien sûr, mais derrière, ça fait appel à des décisions communes et d'ordre politique au sens humanitaire et philosophique du terme. Patrick Le Yarrick, sur cette proche actualité là, de cette question des réfugiés dont on parle effectivement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Enfin, on constate quand même qu'ici, en septembre, le Parlement, le président de la Commission était quand même très ouvert sur la question des migrants et des réfugiés. On entendait le président Juncker qui disait on est tous des descendants d'immigrés, on est tous des fils d'immigrés, les immigrés, les réfugiés, c'est une richesse pour l'Europe, etc. Si on vient nous voir, c'est parce qu'on a envie de vivre et qu'on a un bon continent. Et on se rend bien compte quand même 4 mois après, c'est-à-dire ça s'est fait très rapidement, qu'on n'en est plus du tout là. On a l'impression que la situation n'est plus maîtrisée à l'heure actuelle. Il y a un peu de ça, parce qu'il y a des intérêts des États qui passent avant la solidarité. Et donc il y a des divergences de fond, même avec des pays fondateurs. Avec la Grande-Bretagne, on voit bien qu'il y a une divergence de fond. M. Cameron a répété hier soir qu'il n'en voulait pas plus. Il y a ces divergences de fond avec les pays de l'Europe orientale. Malgré cela, il faudrait essayer quand même d'avancer, c'est-à-dire sécuriser le couloir de venue des réfugiés en Europe, ne pas laisser la totalité du fardeau à la Grèce, aux îles grecques et à la Grèce. Donc il faut l'aider. D'ailleurs, ça devrait être l'objet, pour moi, il y a une situation un petit peu nouvelle qui pourrait être l'objet d'un débat, c'est-à-dire il faut desserrer les contraintes austéritaires, par exemple vis-à-vis de la Grèce, mais aussi l'Italie, l'Espagne à sa façon, de
telle sorte qu'il puisse répondre à ces besoins-là et que ça peut constituer une embryon de réorientation, comme on dit parfois, de la construction européenne. Et ce qui se passe avec la discussion avec la Turquie, elle a des côtés malsains parce que déléguer moyennant des milliards le rôle à la Turquie de garder des réfugiés pour nous, ça a des limites dont on voit bien... On le sent bien dans les débats. Quoi. Voilà, on voit bien que ça n'a pas été efficace ces dernières semaines, qu'il y a une sorte de chantage là, et ça permet en quelque sorte d'exonérer la Turquie d'un certain nombre d'autres problèmes, dont celui du respect des Kurdes, celui du respect des libertés et de la démocratie. Donc ça a quelque chose de malsain. Donc il ne faut pas... ce n'est pas soit l'un soit l'autre, c'est tout en même temps, mais dans un cadre de solidarité. Parce que sinon, on n'arrivera pas à résoudre cette question-là, qui est une question humaine, qui est une question d'abord humaine. Les gens, ils partent d'Afghanistan, ils partent de Syrie parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas. Leur maison est détruite parce qu'ils perdent les leurs, etc. C'est une situation dramatique. Posez-nous la question du droit de vivre. Est-ce que nous, Européens, convaincus, je veux dire, est-ce que le sens même de notre engagement n'est pas au cœur du débat? Est-ce que le droit de vivre ne légitime pas tout? Comment aujourd'hui, en tant que responsable, bien sûr il y a les enjeux d'État, mais là, attendez, on atteint un niveau d'inconséquence politique qui dépasse tout entendement. Et on ne peut pas, en tant qu'Européens, continuer ce cheminement sans avoir au préalable réglé cette question humanitaire. Dans tous les cas, moi, en tant qu'acteur citoyen d'un territoire, donc, je ne vois pas comment je peux poursuivre, accompagner un processus, quel qu'il soit, si on n'est pas en capacité collectivement de régler cette question-là. C'est un débat sur lequel on reviendra dans un autre débat qu'on retrouvera sur le site de l'Humanité, un débat que nous enregistrerons demain. Un petit mot quand même sur le Brexit qui a quand même alimenté l'actualité aussi européenne au cours des semaines précédentes. Ça vous inquiète, ce référendum ou pas? Comment vous voyez les choses, sincèrement? C'est incroyable comment les trois sujets que vous nous avez proposés sont liés finalement. Parce qu'ils touchent au même socle finalement. C'est je dirais le noyau dur de la construction de l'Union. Et le Brexit fait partie de cet édifice-là. Il n'y a pas de hasard. Si on en arrive là, donc à ce type de résultat, je pense que c'est le résultat d'un long cheminement qui fait qu'aujourd'hui on ne pourra pas passer sans un débat de fond, une discussion de fond sur ce que nous avons à construire ensemble communément. Comment faire une Europe aujourd'hui? On ne va pas rentrer dans le détail du Brexit, vous l'aborderez différemment, mais comment construire une Europe si on n'adhère pas donc, à l'espace Schengen? C'est un petit peu la question. Comment avancer si au niveau alors qu'on avance sur la monnaie commune, même si on doit la remettre en question, il n'y a pas des questions de fond qui sont posées sur la monnaie commune? Comment faire lorsqu'il y a des exigences posées? On voit bien comment tout ça se détricote. On sait bien comment l'histoire du Brexit est née. C'est parce qu'il y a un problème interne dans un État, un problème politique au sein même d'un parti dans un État, qu'on tire un fil pour arriver. Ça montre bien, ça illustre bien la fragilité de l'édifice européen. Et c'est ça, je crois qu'il faut en lire. Après, le Brexit, sincèrement, moi, j'aspire à ce que, comment dire, les Anglais restent avec nous, restent au niveau de l'Union. Mais à la fois, je me dis, et je m'interroge, est-ce que ce n'est pas l'électrochoc indispensable pour rendre obligatoire une remise en question profonde de la construction du projet européen? J'espère que ça se fera sans la sortie des Anglais de l'Union européenne, pour être précis. Mais pour autant, je me dis, mais aujourd'hui, la question, elle est même ailleurs. Elle est d'ordre beaucoup plus large, beaucoup plus géopolitique, et qu'il faut qu'on se resserre et qu'on repense. Alors peut-être qu'il faut aller, je pense à ça c'est mon point de vue, vers une coopération renforcée avec des vrais partages de projets. Et peut-être une union à plusieurs niveaux. Alors on revient sur la question de l'élargissement. Mais on ne peut plus, c'est mon sentiment, ne plus se poser le sens de l'engagement commun et collectif. Patrick Le Yarrick, sur cette question, référendum britannique, et question britannique en général aujourd'hui telle qu'elle se pose, quoi. La question des concessions qui ont été faites, c'est surtout pour permettre à M. Cameron de gagner le référendum qu'il a lui-même proposé. Donc il s'est mis dans une situation où il est certes en difficulté, mais le fond des décisions quand même vise à satisfaire quand même les demandes de la Bourse de Londres et le business du Royaume-Uni. C'est ça le fond de ce qui a été décidé, et donc c'est plutôt antisocial ce qui a été décidé, et ça ne correspond pas
un progrès social, à des valeurs de solidarité qui sont nécessaires. Et donc, oui, je partage l'idée qu'il y a une question aujourd'hui qui doit être mise entre les mains des peuples et des jeunesses européennes, c'est quel nouveau projet européen on met aujourd'hui sur les fonds baptismaux, qui pour fonctionner ne peut être que démocratique, ne peut être que visant le progrès social, une harmonisation sociale, évidemment dans le cadre d'un processus. On ne sera pas tous le même jour au même niveau, ça prendra du temps, mais au moins c'est cette direction-là, une Europe solidaire et une Europe qui fait de l'emploi. Vous voyez que selon Eurostat, on a 47 millions de chômeurs et beaucoup d'économistes commencent à dire, en comparant la politique nord-américaine que nous ne défendons pas a priori, et les politiques européennes, ils montrent que les politiques nord-européennes, dans le même système économique capitaliste, produisent des effets meilleurs que la politique européenne qui vise en permanence à réclamer des réformes structurelles et du rationnement budgétaire. Donc c'est dans ces impasses-là c'est à partir de ces impasses-là qu'il faut aujourd'hui repenser un projet solidaire européen. Voilà, je vous remercie. Merci de votre participation à ce débat. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, excusez-moi pour ma voix, j'ai un petit problème. Mais nous reviendrons également demain. Vous retrouverez sur le site de l'Humanité cette question des réfugiés. On y reviendra demain avec 3 députés européens qui sont en session ici également à Strasbourg. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.